Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, le magazine de la santé de Radio J. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonsoir. On est ensemble pour une petite heure. Mon obésité m'a fait toucher le fond. Le désespoir, la solitude, la souffrance physique et psychologique, le rejet des autres. J'ai décidé de m'engager il y a plus de 25 ans afin de lutter contre les nombreuses discriminations auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien. Ce combat a donné un sens à ma vie et m'a rendue plus résiliente et aujourd'hui je souhaite le partager avec vous. Ces quelques lignes qui figurent en haut de la 4e de couverture expliquent parfaitement la démarche de Madame Anne-Sophie Joly, bonjour, qui est avec nous dans le studio aujourd'hui, présidente du collectif national des associations d'obèses, le CNAO, et auteur de l'ouvrage coécrit avec Richard Zarzavadjian. Je savais que j'allais bien le dire, voilà, depuis le début. Journaliste santé, connu bien sûr des ondes et des antennes de Radio J et également de Télématin pendant quelques années sur France 2. Le titre de l'ouvrage, je n'ai pas choisi d'être grosse. Bonjour, bienvenue à tous les deux dans Réfoy. Bonjour merci. À vous deux, bonjour et merci de nous recevoir. Aux éditions Solar, le livre Manifeste pour en finir avec la discrimination, c'est la première partie avec l'entretien du docteur Serge Rafale. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Madame Joly, Monsieur Zarzavadjian, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans notre magazine pour ce travail salutaire qui fait le point sur le surpoids et surtout l'obésité qui, sans être pour le moment considérée comme une maladie à part entière, constitue par leur importance, près de la moitié de la population est touchée, et leurs nombreuses complications médicales et sociales, un véritable problème de santé publique, en même temps qu'un chemin de croix que nous n'imaginons pas, pour celles et ceux qui en sont victimes. Votre ouvrage est à la fois un constat édifiant sur les problèmes de poids, un témoignage émouvant et souvent révoltant sur les difficultés et les discriminations éprouvées dans le quotidien, et enfin un plaidoyer pour un changement des regards et des mentalités, sus à la grossophobie. Acceptez-nous comme nous sommes. Avez-vous envie de crier, Madame Joly, comme l'a rappelé Nicolas? Oui, et puis déjà, merci. Et puis, il y a aussi le fait, tombez pas dans les pièges dans lesquels on est tombé aussi, surtout ça. C'est qu'effectivement, il y a des pièges dans lesquels on est tombé et ça vaut pas la peine de gâcher une vie, en fait. C'est surtout ça, le cri d'alarme. Vous êtes là précisément pour nous les expliquer. Alors peut-être on va revenir sur votre histoire personnelle, puisque vous partagez votre expérience. Oui, un tout petit peu. Alors, c'était l'éditeur qui avait dit Anne-Sophie, en fait, tu n'as pas le choix, il va falloir quand même mettre un petit peu de toi là-dedans. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu beaucoup de pudeur au milieu de tout ça. Non, mais on n'est pas obligé. Non, il y a une génétique. Il y a 50% de génétique. Je suis une hypersensible, donc ce qui arrange pas les choses. Donc, un peu en décalé par rapport au monde d'à côté. Et il y a un conflit parental, on va dire. Et il y a un conflit parental qui, effectivement, a fait que creuser, effectivement, le problème et les angoisses. Et au travers, en fait, de mes 25 ans de militantisme où j'ai eu l'occasion, et je travaille toujours d'ailleurs avec la Haute Autorité de Santé, c'est de découvrir finalement, à titre personnel, que j'ai fait des troubles du comportement alimentaire alors que je ne le savais absolument pas. Et qu'à l'époque où je n'étais pas dans le système de la presse médicale, parce que j'ai fait 18 ans de presse médicale, finalement, personne ne me disait quoi que ce soit, en fait. Vous aviez subi d'ailleurs des brimades professionnelles. Oui, très sympathique. Et puis, on continue d'ailleurs, moi et les autres, à avoir des réflexions, à avoir des attitudes, des regards, des gestes. On le verra tout à l'heure. D'ailleurs, même le corps médical n'est pas indemne. On en parlera avec Richard Zarzavadjian. Alors, vous avez créé le collectif national des associations d'obèses en 2003, oui. Que vous présidez. Mars 2003, oui. Et vous expliquez finalement que l'obésité n'est pas un choix, un mode de vie qu'on expérimente. Non. Non, on ne se lève pas un matin en disant je vais me prendre 70 kilos sur les reins et le dos et puis ce soir je vais les redéposer. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Et puis il y a tout le danger métabolique que ça entraîne, des dépressions aussi. Et puis finalement vous êtes mis au banc des accusés de la vie parce que finalement vous n'êtes pas ce que la société attend de vous. Et la société attend finalement qu'on soit beau, grand, intelligent et avoir une taille standard. Mis à part qu'on n'a pas tous une taille standard. Donc voilà, il faut faire avec. Alors l'obésité, Richard, s'appelait Richard, l'obésité donc galope, elle
court toujours. Oui. Le Oui. bilan du surpoids et de l'obésité, on a l'impression que ça augmente en permanence. On est presque à la moitié de la population qui est touchée. Absolument, les chiffres sont là, hein, malheureusement, alors que la France avait, je dirais, un avantage par rapport aux anglo-saxons, c'est que nous, on avait gardé le principe des 3 repas. 3 repas en famille, et ça avait un aspect convivial qui était un peu, d'après les experts, une façon de lutter. Mais aujourd'hui, les choses se galopent, reviennent, puisqu'on arrive à 17% des adultes en situation d'obésité, et surtout, parce que c'est ça le vrai sujet, les enfants. Les enfants, 17% à souffrir d'obésité entre 2 et 4 ans, 19% entre 5 et 7 ans. Et voilà, donc les chiffres se développent et on a une situation de crise si on ne fait rien. Mondiale. Mondiale. On parle vraiment d'une épidémie. La première épidémie non infectieuse. Ouais, non là, c'est infectieuse. ça, la première. Donc c'est considérable. L'OMS se préoccupe aussi puisque elle réagit régulièrement sur ces questions. On a le sentiment que voilà, on est un peu spectateur d'une situation et la réalité, elle est que ça se développe considérablement. On a une répartition du surpoids, de l'obésité, avec des inégalités. Alors, il y a toujours le médian entre le nord et le sud, entre les populations qui sont beaucoup moins... C'est important, c'est-à-dire le nord, même de la France, le nord de l'Europe par rapport au sud. On a vraiment, si on regarde une carte de l'obésité en France, la fameuse carte OBEPI, qui est le seul outil dont on dispose aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment le médian. Au-delà, dans le nord, eh bien, il y a beaucoup plus d'obésité. Et puis, je tiens à attirer votre attention sur des chiffres. 2,7% des enfants de cadres sont en situation d'obésité, 3 fois plus chez les enfants d'ouvriers. Donc, il y a vraiment une situation qui est liée à ça. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat, eh bien, on va acheter des choses, Jean-Pierre Coff disait de la merde. Eh bien, oui, on achète de la merde. Et cette merde, eh bien, va générer aussi une situation d'obésité. Ça, on l'a vu dans les chiffres, on l'a vu dans les témoignages. C'est une réalité. Je tiens à rappeler, docteur Serge Rafal, Serge, mon ami, c'est que moi, en tant que journaliste, j'avais beaucoup traité le sujet de l'obésité. Mais depuis que j'ai écrit ce livre avec Anne-Sophie, mon regard sur cette population a changé. Je ne parle plus de personnes obèses, je parle de personnes en situation d'obésité. C'est un langage important, c'est-à-dire qu'on ne peut plus juger les gens parce qu'ils ils font pas de sport ou parce qu'ils mangent trop ou ceci. Ils ne sont pas responsables dans la majorité des cas parce que si on prend une même personne, 2 personnes, on les fait manger de la même façon, on s'aperçoit qu'il y en a une qui va prendre beaucoup plus de poids alors qu'elles ont la même activité, le même situation. Donc il y a vraiment cette notion de arrêtons de culpabiliser les gens. Sur les causes du surpoids et de l'obésité, il n'y a pas un coupable. Exactement. Vous en avez évoqué quelques-uns, Oui. Les principaux. Bien sûr, Anne-Sophie l'a dit, il y a la génétique, il y a aussi l'éducation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut savoir manger. Et d'une certaine façon, ce que fait Nutri-Score, je parle sous votre contrôle à tous, ce que fait Nutri-Score en donnant des indices et des lettres pour dire ce qui est bon, ce qui est pas bon et tout, ça c'est important. Et au-delà de ça, Serge Herzberg, le professeur Herzberg m'a confié qu'effectivement, ils ont proposé d'entourer, comme un peu ce que font les Chiliens ou les Sud-Américains, entourer les lettres A, B, C, D, E d'un rond noir pour dire ça c'est de l'ultra transformé. Donc on aurait 2 informations. Donc c'est en faisant des choses comme ça qu'on arrive petit à petit, mais il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut un plan. Il faut un plan obésité pour que les choses enfin rentrent dans une cause nationale. On l'a vu avec le Nutri-Score, puisque le professeur Herzberg n'a toujours pas réussi à le faire accepter par tous les pays européens. Et heureusement qu'il est là, entre guillemets. Il y en a plusieurs, heureusement, qui sont là. Mais c'est une bataille. Et puis il faut dire qu'effectivement, on a aussi des lobbies de l'agroalimentaire qui nous aiment pas particulièrement, à juste titre. Moi, je les invite juste à changer la composition de leur alimentation et à être très transparent. Je profite de votre présence. Vous pouvez nous expliquer pourquoi les AUT, les aliments ultra transformés, sont si coupables? Alors, j'ai fait il y a 15 jours une réunion de 2 heures avec un chercheur de l'INSERM. Et j'avoue que je suis restée bouche bée pendant 2 heures, où il nous a expliqué, en très vulgarisé, parce que je ne suis pas une chercheuse, qu'effectivement, la problématique de l'ultra-transformation, c'est déjà qu'il y a des composants qui sont à l'intérieur des aliments qui devraient pas, qui ne sont pas naturellement
bon pour l'organisme. On est des animaux à part entière, on doit, j'ai envie de dire, chasser, cueillir, et puis transformer nous-mêmes notre alimentation. On se retrouve à être confronté à des pesticides, à le fait que le séquençage de l'alimentation, on séquence les molécules des aliments. C'est-à-dire que finalement, le travail que doit faire nos microbiotes, tout le métabolisme humain, ben finalement, vous l'avez directement en barquette dans les supermarchés. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il y a trop gras, trop sucré, trop salé, mais il y a aussi trop transformé, trop de pesticides, trop de molécules cassées, et effectivement, le corps n'a plus besoin, ne fait plus son travail. Et du coup, ne nourrit plus le microbiote non plus. Et alors, je répète, je suis ni médecin, ni chercheur, mais effectivement, lorsque vous regardez pourquoi l'obésité explose ou implose dans le monde, je rappelle que c'est la 4e cause de mortalité dans le monde évitable, et que les chiffres de l'OMS, que pour la France, en 2030, c'est-à-dire demain, on serait plus à 17% de la population en obésité, on sera à 29%. Que en obésité. C'est-à-dire qu'à ces 29%-là, vous rajoutez le surpoids. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, finalement, on produit de l'obésité et que l'obésité, c'est 18 pathologies associées. Le Covid, on l'a bien vu, ça a été un carnage total et on a fait partie des gens sur des cohortes nationales et internationales. 47% des gens qui étaient en réa, c'était nous. Qu'importe l'âge, et qu'importe si effectivement la problématique était très élevée ou pas, et puis 40% des gens qui sont décédés, c'était nous aussi, national et international. Vous l'expliquez, vous dites 13% des décès en Europe et 3 millions de personnes par an dans le monde sont liées au surpoids, à l'obésité, et réduction de l'espérance de vie de 2,3. Oui, c'est catastrophique. Alors, je suis désolée pour les auditeurs, on n'est pas là pour leur mettre le moral à zéro. Le but du travail, du modeste travail qu'on fait, c'est de se dire préserver nos enfants, préserver les gens qu'on aime. C'est juste ça. Et que pour ça, on a un pouvoir d'action. Est-ce que des gens me disent « Oui, mais Anne-Sophie, tu t'excites dans ton bocal ». Si on est plusieurs à s'exciter dans notre bocal, on fait avancer les choses. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, vous militez, Madame Joly, pour une reconnaissance officielle de l'obésité comme ALD, maladie... Alors, ALD, en fonction des recos de la Haute Autorité de Santé, qui verra si effectivement ça peut passer ou pas. Mais déjà, le fait de dire, et je pense que... Et j'invite le Président de la République, et il a eu la gentillesse de me faire un gentil mot au retour du livre, et c'était pas de la fadesse, ce qu'il a écrit dessus, parce qu'il y avait un mot écrit à la main sur sa détermination. Je l'entends. Maintenant, je lui dis, on est juste là pour pouvoir récupérer et co-travailler avec lui s'il en a besoin pour pouvoir mettre en action la préservation de l'intégralité de la population. Donc oui, il faut avancer sur reconnaître l'obésité comme une maladie, ça doit passer par le gouvernement. Et ce qui impliquera derrière, finalement, la formation de tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, à la pathologie, parce qu'on forme des professionnels de santé qui sont confrontés à la moitié de la population dont ils ne connaissent pas la dangerosité et la fragilité. Et ça, c'est dangereux. Vous n'allez pas au bloc opératoire de la même façon si vous faites 60 kilos ou si vous en faites 150. Vous n'injectez pas les mêmes doses. Lorsque vous avez un cancer, il y a des médecins qui ont... nous, on est une association, on récupère les infos. J'ai des patientes qui sont venues nous voir en pleurant, en disant « Je me suis fait insulter par mon cancérologue. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Je prenais pas mes médicaments, je les prends. » Oui, mais est-ce qu'il avait fait le bon dosage? C'est con, le bon dosage. Votre ouvrage dénonce la fabrique des discriminations. Vous venez d'en évoquer quelques-unes et vous dites on n'aime pas les gros. On peut pas aimer tout le monde, c'est pas le problème. Mais effectivement, lorsqu'on est... l'obésité, c'est la discrimination la plus courue dans le monde et la plus tolérée dans le monde. Et pour autant, bah voilà, on peut insulter quelqu'un de gros. D'ailleurs, dans le livre, je reparle de ce que j'ai vécu l'été dernier en Bretagne, où j'ai vu un couple d'une 70 ans environ insulter un marchand de volaille en disant « Je veux un morceau de gras, je veux un morceau de lard, mais pas aussi gras que vous, s'il vous plaît. » quoi. Et là, moi, je passais à côté, je me suis dit « Mais pardon,
Puis alors moi, je peux pas me taire, donc j'y suis allée. Donc ça a créé des embrouilles. J'ai voulu aller porter plainte. Il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre. Il y en a quelques-unes. Vous attribuez, là, lors d'une interview, le journaliste demande à Valérie Damido si ça ne serait pas mieux qu'elle fasse de la radio plutôt que de la télé. Oui, enfin voilà, des comme ça, on en a quelques-unes. Mais moi, j'ajouterais à ce que vient de dire Anne-Sophie, c'est que aujourd'hui, il faut s'occuper des enfants. Et d'une certaine façon, vous savez, depuis janvier dernier, le gouvernement, en tout cas les autorités, ont souhaité mettre en place des cours d'empathie dès les classes maternelles pour essayer Ce qui avait été fait au Danemark. Oui, absolument, absolument. On s'inspire beaucoup, vous savez, des gens du nord de l'Europe. Des cours d'empathie pour que les enfants, lorsqu'ils voient une personne en situation d'obésité, un semblable de la même façon, eh bien, soient beaucoup plus ouverts. Et ça, je pense que c'est ça la clé du sujet, c'est-à-dire apprendre aux enfants à être beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus tolérants. Et moi, d'une certaine façon, ces cours d'empathie, c'est une excellente idée. Alors, ça fait partie des recommandations qu'on va présenter au ministre d'ici quelques jours. C'est important parce que vous expliquez dans votre livre qu'en fait, on attribue à la personne en situation d'obésité l'absence de vertu, l'absence de volonté, d'estime de soi, la fiabilité, l'impossibilité de résister, l'incapacité de faire les efforts nécessaires à la perte de poids. C'est vrai dans la vie et pour... j'irais même jusqu'à l'incapacité intellectuelle. Moi, on m'a demandé si je savais lire et écrire. 8 ans d'études, tout petit peu. Les initiatives, donc, pour s'en sortir, Richard a évoqué donc l'importance d'axer sur les enfants. Vous dites, faut prévenir, faut accompagner, faut prendre en charge. Et il y a des initiatives quand même qui existent. Alors, il y en a quelques-unes qui existent. Là, nous, on va remettre donc le 20 juin au ministère de la Santé et au ministre, mais j'ai envie de dire en comité interne, finalement, les plus grandes recommandations qu'on va lui présenter. Mais là, on en est à 106 recommandations pour pouvoir faire bouger les choses. Donc ça, le rapport sera remis dans son intégralité au mois de septembre, mais il faut s'emparer de ça. Puis surtout, il faut faire une suite de l'écriture de la feuille de route obésité et du plan obésité qui s'est arrêté depuis 1 an. Juste un chiffre, Serge, qui montre un peu aussi l'importance de traiter économiquement le sujet. Le seul chiffre, parce que pour ce travail, on a enquêté, on a essayé d'avoir des chiffres, et le seul chiffre dont on dispose aujourd'hui, c'est une analyse de la Direction générale du Trésor qui montre que le coût social de la surcharge pondérale, dans lequel il y a bien évidemment l'obésité, c'est 20 milliards. 20 milliards d'euros par an, c'est-à-dire environ 1% du PIB. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de pourquoi on ne s'occupe pas de cette question au niveau économique, parce que tout ça va générer des surcoûts. À l'heure où on s'intéresse on se penche sur notre dette, eh bien là il y a un point sur lequel il faut absolument réagir, parce que ça a un coût. La surcharge pondérale et l'obésité. Pourquoi on ne s'attaque pas à ce sujet-là? Pourquoi Bercy ne s'attaque pas à ce sujet-là? Excusez-moi. Voilà. Combattre les stéréotypes est quelque chose d'extrêmement important. Oui, parce que... Alors, c'est un tout. Pour moi, je le vois dans une globalité. C'est-à-dire que je pense pas qu'on soit efficace si on prend des choses par tête d'épingle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande très clairement, quand je dis nous, c'est effectivement le collectif, c'est un plan interministériel basé à Matignon. Alors, je sais que Matignon m'a dit, oui, tout le monde veut un plan à Matignon. C'est pas grave, je leur demande quand même. Sur de l'interministérialité. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'Agriculture Alimentation, le ministère de la Santé, l'économie, les finances, l'écologie, les dom-tom, les transports, l'université, l'éducation nationale. C'est tout ça. Et j'en oublie. Et que là, si on ne prend pas ça dans son intégralité, de la prévention, faire de la prévention, et on met quoi dans la prévention? Et évaluer toutes les actions qui seront faites sur 10 ans, renouvelables, avec l'équivalent d'un INCA, comme il était fait pour le plan cancer, pour faire de la recherche fondamentale sur l'obésité. Il nous faut travailler ça, et surtout, ça n'aura d'intérêt, et ça aura des résultats que et uniquement si on a l'intégralité des acteurs qui acceptent de participer et de travailler avec nous. Si on n'a pas les maires de France, si on n'a pas les cantines scolaires, si on n'a pas tout un...
tout un tas de pans dans ces visions-là, on n'avancera pas et on ne sera pas efficace. Alors, on s'aperçoit à la lecture de votre ouvrage, un des chapitres m'a évidemment interpellé, c'est la stigmatisation qui est faite de façon très involontaire par le corps médical. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a une thèse qui a été faite en 2022. Oui, absolument. Le docteur Antoine Épin qui a fait cette thèse qui montre qu'environ plus de 50% des soignants reconnaissent être discriminants. Donc c'est une violence telle. Et moi, dans le cadre du livre, tous les témoignages que nous avons entendus et les personnes que nous avons rencontrées nous ont confirmé qu'effectivement, alors bien sûr, tous les médecins ne sont pas discriminants, mais beaucoup nous ont dit que c'était difficile. Et puis surtout, Serge, il y a beaucoup de patients qui évitent d'aller chez le médecin de peur d'être discriminés. Vous dites un tiers, oui, c'est ça. 30% d'évitement aux soins. Et moi, j'ai l'exemple d'une patiente, d'une jeune femme de Montpellier qui a attendu et elle a été dépistée d'un cancer de l'utérus tardivement. Donc, il y a vraiment, une perte de chance pour ces personnes à cause de cette discrimination. Alors, heureusement, il y a des choses qui sont faites ici et là pour essayer de corriger au niveau de la faculté de médecine, au niveau de la formation continue pour qu'on ait un regard. Mais rendez-vous compte, 4 heures par étude de médecine sur ce problème de... Tout à fait d'accord avec ça. Et on se rend compte que pour beaucoup de médecins, le conseil, c'est manger moins et faites un peu d'activité sportive. Ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés, donc ils sont en difficulté face à des patients fragiles et complexes comme nous. Et nous, on est en difficulté parce qu'on se dit, je vais aller le voir pour une angine, il va ou pas me parler de mon poids. Je rappelle que dans les recos de la Haute Autorité de Santé, sur une simple consultation qui doit être faite sur tous les patients, on doit peser, on doit mesurer en hauteur et on doit faire le tour de taille abdominale. Ce n'est jamais fait. Jamais. Donc, comment on peut avancer ? Alors, en plus, il faut faire de la consultation un peu bashing à 7 minutes la consulte. Enfin, on ne peut pas gérer des patients ultra complexes en faisant des consultations comme ça. Et il faut aussi laisser le temps de dire à son patient, écoutez, là, vous venez pour ça, mais est-ce que vous acceptez qu'on prenne un peu le temps, la prochaine fois, de parler de votre poids ? Et on verra ce que vous et moi, on peut réussir à avancer et comment on peut le travailler. Voilà, on a compris dans cette partie qu'il fallait changer le regard que nous avions sur l'obésité avec plus d'empathie, de bienveillance, une nouvelle société plus inclusive, plus indulgente. Oui, on en a bien besoin dans bien des domaines. Donc oui, c'est un énième cri d'alarme. Mais je pense qu'au final, lorsqu'on arrive au seuil de sa vie, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait et comment je l'ai fait ? Et les choses vont bouger, elles ont déjà commencé du reste de bouger un petit peu. On a parlé du manque de volonté politique, mais je vous reposerai une question. Tiens, en début de seconde partie, il y a une tribune qui a été signée dans Marianne par 2 personnalités politiques. On en reparle tout de suite après la pause. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. De retour pour cette deuxième partie de Réfoy, le magazine de la santé, pour continuer de parler et d'évoquer ce livre paru chez Solar, un livre manifeste pour en finir avec les discriminations. Tiens, je le mets au pluriel, je n'ai pas choisi d'être grosse. Anne-Sophie Joly et Richard Zarzavadjian sont avec nous en studio et c'est un plaisir de continuer la conversation avec vous. Donc, je le disais en fin de première partie, deux personnes de l'univers politique qui ont lancé une tribune toute récente contre Marianne. Je vais citer leur nom. Dans Marianne, parce que j'étais en train de chercher dans le smart, contre l'obésité, dans Marianne, Stéphanie Lemeur et Adrien Laurent, ils sont membres du groupe socialiste, écologiste et radical au Conseil régional d'Île-de-France et ils estiment dans cette tribune que les pouvoirs publics doivent mettre en place un véritable plan de lutte contre l'obésité. Les chiffres sont tout bonnement effarant. L'obésité en France a plus que doublé au cours des 2 dernières décennies, passant de 8% en 1990 à près de 17% en 2020. Anne-Sophie Joly, les choses bougent tout de même. Elles commencent de bouger ou Bon, je râle tout le temps parce que je trouve que ça va pas assez vite. Mais bien sûr. Parce que on perd des gens, on perd des états de santé, on perd. Les gens s'aggravent, l'état de santé des gens s'aggrave de plus en plus. Et le Covid a été un accélérateur aussi. La précarité est un accélérateur aussi. On en parlait un peu tout à l'heure. Donc je râle parce que j'ai l'impression d'être complètement obsédée par le temps qui passe et de me dire qu'est-ce que les gens ne voient pas sur l'urgence des choses qu'il y a à faire? Donc je pense que je suis pas la seule à magaser de ce genre de choses, mais il faut absolument préserver la population et je pense que c'est le rôle du gouvernement de pouvoir imposer et de devoir imposer certaines choses pour préserver la santé de notre population. Mais Richard parlait dans la première partie de l'impossibilité économique pour le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a que ça? Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des lobbies formidables en France qui font qu'ils influencent d'une certaine façon la politique budgétaire du pays. Nous, on a eu beaucoup de difficultés à rencontrer... Mais ça reste de l'économie, ça. Oui, mais la conséquence, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas un libre et égal accès aux soins partout. On parlait de l'évitement tout à l'heure, mais ça, c'est très fréquent. Mais pour en revenir au lobby, c'est le lobby de l'agroalimentaire, bien évidemment, mais c'est aussi d'autres lobbies. Il y a des lobbies qui ont refusé de témoigner. Un exemple tout bête, pour s'habiller lorsqu'on est en situation d'obésité, c'est très compliqué. Donc, rappelez-vous, Lagerfeld disait, moi, au-delà de 38, je ne peux pas habiller les femmes. Donc, il y a vraiment une situation de discrimination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut s'habiller, il faut aller dans des magasins, dans des grandes surfaces pour trouver un 48, un 50, un 52. C'est très compliqué. Il y a une discrimination. Ou alors acheter sur Internet. Mais sur Internet, ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'avoir des vêtements un peu à la mode, un peu branchés, c'est très compliqué. Donc il y a vraiment une situation où on a le sentiment que les lobbies sont omniprésents. Une discrimination également dans le matériel médical. Que oui, pardon. Vous expliquez dans votre livre que certains patients sont obligés d'aller faire une IRM dans des appareils qui sont destinés aux chevaux. Oui. C'est ça, dans les écoles vétérinaires. Oui. Mais dans les années 90, fin des années 90, ça va nous rajeunir, on a des tables de blocs opératoires qui se sont cassées avec les patients opérés en viscéral au-dessus. C'est ça, il faut le rappeler aussi. Que lorsque vous faites une simple consultation chez votre médecin généraliste, qui a un brassard, un tensiomètre adapté? Le truc très très con en fait. Et là on se dit, en fait ma consultation a pas fait. Vous l'expliquez, vous dites qu'il y a des centres de rééducation qui refusent les personnes obèses parce qu'il faut plusieurs personnes qu'ils n'ont pas pour pouvoir simplement les mobiliser ou les doucher. Les maisons de retraite. Les maisons de retraite reçoivent de plus en plus des personnes atteintes d'obésité massive. Quand on sait qu'on manque de personnel dans les maisons de retraite et que finalement pour une personne en obésité massive, il va falloir 4, 5, 6 personnes, voyez la suite. On fait quoi? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est digne pour cette personne? Non. Donc voilà, on alerte sur toutes ces choses-là en disant il faut absolument faire quelque chose.
On a l'impression à se balader dans les supermarchés, 85%, ça c'est un chiffre national, des courses s'effectuent dans les grandes surfaces et en supermarché. On a l'impression à voir les caddies des gens, à voir le passage en caisse, qu'il y a quelque chose qui n'opère pas quand même dans le passage de cette information, ou alors, oserais-je dire, dans une déréliction totale d'un apprentissage, de quelque chose qui ne passe pas dans l'éducation alimentaire, nutritionnelle. Il y a ça aussi, c'est pas que le pouvoir des politiques, le prix bien sûr. Mais Anne-Sophie va en parler, mais l'éducation des enfants, c'est indispensable. Moi, je me rappelle d'une expérience qui avait été menée, et il y en a d'autres un peu Mais comment agir là-dessus? C'est que le politique ou c'est aussi la responsabilité? Mais c'est aussi le travail que fait les associations, dont Anne-Sophie, pour essayer de faire comprendre aux gens. C'est-à-dire que il y a 2 communes dans le nord de la France, Fleurbet et Laventie, où on apprend aux enfants à bien manger pour que eux-mêmes ensuite créent un débat familial et apprennent aussi à leurs parents. C'est des expériences comme ça qu'il faut développer. Et il y a ce fameux article 51 qui permet d'expérimenter des choses, mais il faut expérimenter. Les Danois, vous parliez des Danois ou des Scandinaves, ils ont expérimenté des choses et aujourd'hui, eh bien, ils ont sélectionné des expériences qui fonctionnent et d'autres ils les ont écartées. Il faut qu'on fasse pareil, nous, en France. Peut-être nous, on est latin, alors peut-être là-bas, lorsqu'on donne une direction, eh bien, on la suit. Ici, on est plus rebelle. Il y a eu une perte des transmissions intergénérationnelles. Depuis que la femme, finalement, travaille, parce qu'il faut ramener, effectivement, de l'argent à la maison. Avant, c'était plutôt le mari qui allait travailler et la femme qui s'occupait des enfants, de la maison et de faire à manger. Dès l'instant où la femme, finalement, s'est retrouvée à travailler aussi, manque de temps, donc finalement, l'agroalimentaire a proposé des offres alimentaires où on demande moins de temps. Donc ça arrangeait un peu tout le monde, mis à part que on connaissait pas à l'époque les problèmes que ça allait engendrer, entre guillemets, parce qu'après il y a eu l'ultra-transformation qui a avancé, mais donc au final, on se retrouve avec 2 personnes qui bossent, et puis après, lorsque vous avez vos enfants, que vous les élevez en disant finalement, on va aller acheter un truc en bas, on va prendre une barquette de machin, etc., l'enfant se dit c'est comme ça le modèle, donc il va reproduire le modèle. S'il faut casser ça, il faut casser ce modèle-là en disant « vous avez fait ça pendant un temps parce qu'on ne savait pas. Maintenant, on sait et on peut vous aider à valoriser ce que vous pouvez faire et qui va pouvoir vous coûter moins cher. » Parce qu'il y a ça aussi. Et comment on peut transformer des produits de saison? Vous faites une plus grosse gamelle et puis vous mettez une partie de cette gamelle au congélateur. Et le soir où vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous sortez votre gamelle que vous avez faite fait maison. Fait maison, et en plus, essayez de cuisiner avec vos enfants. Et c'est ça qui manque. Et ça recrée du lien, et ça recrée de la famille. Mais voilà, ça c'est la théorie, il faut le faire en pratique. Votre livre, il fourmille absolument d'exemples, tous plus saisissants. C'est pour ça que je conjuguais au pluriel la discrimination pour dire les discriminations. Il y a le témoignage de Magloire, une personnalité de la télé qu'on a connue il y a une quinzaine d'années et qui se bat depuis tout petit contre les kilos et qui dit dans votre livre, vous reprenez son témoignage, on ne m'a jamais traité de noir ou d'homo, mais souvent de gros. Oui. Oui, il m'a raconté ça dans le cadre de l'interview qu'on a faite. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, c'est une personne qui a été adoptée par une famille dans le Lot. Dans le Lot, française. La mère qui l'a adoptée était une danseuse. Le fils, donc, était tout mince. Il mangeait exactement de la même façon. Mais vous avez vu, Magloire, lui, il a pris du poids, il a développé une obésité. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La génétique est au centre du sujet. Mais son témoignage, effectivement, est terrible, parce que c'est la réalité. Et le Lot est plutôt dans le sud de la France. Vous parliez des disparités entre le nord et le... Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plein, il y a plein d'exemples, des témoignages glaçants. Il y a celui d'Alicia, une jeune lyonnaise de 13 ans, harcelée depuis l'âge de 10 ans par des insultes, sale grosse, sale pute. Et elle est également harcelée physiquement, donc elle s'est isolée, s'est parfois automutilée, vous dites dans l'ouvrage, a fini par changer d'établissement scolaire. Et là, on peut préciser qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il y a ce numéro vert, le 3618, avec le programme phare.
ce sont quand même des choses qui fonctionnent. Est-ce que... Il y a des choses qui existent. Là, vous parliez d'Alicia et sa maman, avec qui j'ai eu un long entretien. Et elle a été intégrée dans un établissement qui est un établissement où on leur apprend à mieux manger. Donc, ça a été beaucoup plus bienveillant, vous voyez. Et Alicia, mais je veux parler aussi de cet établissement qui est du côté dans Lozère, parce qu'il y a beaucoup, on en parle aussi dans notre livre, ça peut être un exemple, c'est que les dom-toms des enfants en situation d'obésité qui vivent dans les dom-toms, il n'y a pas beaucoup de structures. Ils sont obligés de quitter ou d'être accompagnés de la famille pour aller être traités en métropole. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est une discrimination. Les dom-toms sont sacrifiés dans le combat contre l'obésité. Et on y va à la fin du mois, on y va tous les deux avec Richard. Je veux juste refaire un petit reset là sur le harcèlement des enfants. Il y a de la maltraitance. Alors je reviens, je fais pas mon caliméro de base, mais il y a de la maltraitance physique et psychologique. Lorsque vous entendez parfois de votre propre famille qu'effectivement, si vous êtes gros, c'est de votre faute, et que vous l'entendez depuis votre plus jeune âge, vous finissez par croire que c'est de votre faute. Et qu'au final, au lieu de vous élever en vous disant « mais je t'aime mon enfant, je serai là », finalement on vous prend, votre propre famille vous prend et vous enfonce. On revient à l'empathie dont vous parliez tout à l'heure. Et l'enfant ne peut pas et n'est pas équipé pour pouvoir relever la tête. Donc vous voyez cette espèce de mécanisme, je travaille beaucoup avec les professeurs en psychiatrie, et d'ailleurs, Nathalie Godard, professeure Nathalie Godard, que je fais un petit coucou au passage, m'a demandé d'intervenir dans son DU de formation. Il y a ce forme de mécanisme psychologique et psychiatrique sur cette emprise mentale qu'ont les gens. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir du harcèlement et que finalement, les gens qui se font harceler n'osent pas finalement s'identifier ou se rebeller parce qu'ils disent « mais ils ont raison, puisque depuis mon plus jeune âge, on me dit que c'est comme ça et que c'est de ma faute. Donc, c'est que c'est forcément de ma faute. Donc, ce qui m'arrive, c'est la juste conséquence de ce que je n'ai pas bien fait. » Culpabilisation. Une emprise de culpabilisation. Ouais. Terrible. Nous n'avons pas évoqué les traitements, Madame Joly, Richard Zavadjian, les traitements médicamenteux et les régimes, le danger des régimes. Alors, il y a effectivement un arsenal thérapeutique qui est en train d'arriver avec l'arrivée des molécules des GLP-1. Donc, il y a 2 laboratoires là qui sont en train d'arriver, qui sont un espoir en fait pour les personnes qui souffrent vraiment d'obésité. Alors, je dis vraiment d'obésité parce que aux États-Unis, il y a des personnes qui avaient juste besoin de rentrer dans une robe, qui ont pris un médicament, ce que je trouve quand même juste insultant pour les personnes qui souffrent vraiment d'une maladie dont le pronostic vital à terme est engagé quand même. Donc là, nous, effectivement, le but du jeu, c'est que ces molécules arrivent sur le marché de façon très cadrée, pas de mésusage, que ça soit de la part des professionnels de santé ou que ça soit de la part de la population générale. Moi, j'aurais aucun à y aller et à défendre effectivement l'intérêt des patients qui souffrent vraiment d'obésité. Donc ça, et le fait aussi de dire il y a un médicament, pour la pensée de certaines personnes, c'est de se dire s'il y a un médicament, c'est une maladie. S'il n'y a pas de médicament, ce n'est pas une maladie. Donc voilà, en plus de la chirurgie bariatrique, sur lequel on a fait la réactualisation, c'est sorti, je crois, l'été dernier, de la chirurgie bariatrique, sur les recos de la Haute Autorité de Santé. Ben voilà, on a un arsenal thérapeutique qui s'élargit. La chirurgie n'est pas pour tout le monde, en sachant que opérer ne veut pas dire qu'on a gagné. Opérer, c'est le vivre le restant de sa vie, avec tout ce que ça peut impliquer derrière. Et puis, la complémentarité avec, effectivement, les GLP-1 qui sont là sur le marché. Vous pouvez nous dire un mot sur la spirale des régimes ? Alors, la spirale des régimes, il y a régime et régime. Les régimes à la télé, comment vous dire ? Que c'est non, en fait. Que pour moi, dès l'instant où on est sur régime, c'est fait automatiquement dans ma pensée à moi, par une équipe pluridisciplinaire de médecins. C'est-à-dire qu'on a déjà fait une photographie de votre état de santé métabolique et psychique. Et qu'au vu de ça, on va dire, alors on va peut-être appuyer un petit peu plus là, on va peut-être travailler un petit peu plus sur là, et puis en fait on va peut-être faire un équilibrage alimentaire. Et est-ce que vous pensez effectivement dans ce que vous mangez, est-ce que vous avez la notion de effectivement combien de calories ? Moi je dis toujours, il y a des aliments, des calories vides ou des bombes énergétiques.
Et en fait, si on n'en a pas pris conscience, si on ne le sait pas, on se dit, mais j'ai pas mangé grand-chose. Oui, d'accord, il y avait juste 600 calories dans ce petit truc-là. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Non. Donc voilà, donc plaisir, oui, mais à petite dose. Et en fait, voilà, c'est prendre le patient dans sa globalité. Et pour moi, c'est forcément avec des médecins compétents et pluridisciplinaires. Le reste, c'est du marketing. Eh bien, nous avons un médecin compétent dans le studio, puisque c'est un chirurgien. C'est l'homme qui aurait pu écrire le livre « Je n'ai pas choisi d'être chirurgien esthétique ». Il est avec nous aujourd'hui, c'est le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Vladimir, bonjour. Bonjour, chers amis. Bon, il reste la solution, alors, voilà, puisqu'on était en plein dans les régimes qui ne marchent pas bien à long terme et qui sont décourageants, hein, le manger moins, bouger plus, décourageant. La solution, voilà, chirurgicale dite bariatrique, qui nous vient du grec baros, la pesanteur, le poids. Qu'est-ce que c'est que ce geste? Ça consiste en quoi et quel est son mode d'usage, son utilité? Oui, c'est intéressant d'en parler parce que, après tout ce que vous nous avez raconté et tout ce que vous avez traversé, à un moment donné, je me souviens qu'à l'hôpital Boucicaut, nous avions une consultation pour les obèses, alors que nous faisions la chirurgie réparatrice, et que grâce à la présence d'une nutritionniste et d'une psychologue qui assistait à toutes les consultations, on avait pu mettre au point une espèce de protocole de recherche pour savoir comment aider ces patients. Alors, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que la volonté marche quand même dans certains cas. C'est vrai que c'est génétique. Pour l'immense majorité des cas, les patients grossissent parce qu'il y a quelqu'un de leur famille qui porte un gène, et c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, il y a le problème psychologique de la défense. Beaucoup des patientes que nous observions à cette époque, c'était des femmes qui avaient été harcelées ou voire violées quand elles étaient des jeunes filles, et donc elles avaient construit autour d'elles un rempart qui était la graisse qui les protégeait. Et puis, en dehors de ça, la volonté a marché, mais très peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'une patient ou un patient sur 5 qui est capable de mener le combat de perdre 60 ou 80 kilos en un an et demi à peu près. Mais ça existe, j'en ai vu. Et donc, la volonté, je le transmets pour ceux qui l'ont, c'est beaucoup mieux que tout le reste, si on peut l'avoir. Maintenant, on a appelé les chirurgiens au secours dans les années 70-80 parce que la seule chose que savaient faire les chirurgiens, c'est enlever ce qu'il y avait en trop. C'est-à-dire qu'ils faisaient des liposuctions. Et liposuction, ça consiste à aspirer de la graisse avec peu de cicatrices, mais ça peut être mortel. Parce que si on enlève 5, 6, 7 kilos de graisse à une patiente, c'est un poids énorme qui s'en va, et donc son pronostic vital peut être en jeu. Donc c'est pas si simple que ça. Et à ce moment-là, à l'hôpital Boucicaut où j'étais, il y avait un assistant dans le service de chirurgie digestive, c'est Marc Chevalier, qui était il s'embêtait un petit peu. Et moi, j'avais entendu parler des anneaux gastriques, œsogastriques que l'on mettait en Belgique, et ça l'a passionné. Il est donc allé, et c'est vrai que là, à ce moment-là, ça a lancé quelque chose d'extraordinaire, parce que toutes les tentatives qui ont été faites d'arrêter d'ingurgiter pour les gens, on attachait les dents, on leur mettait des ballons dans l'estomac, et là, ça semblait marcher, ça semblait une opération assez simple, on mettait une espèce d'élastique autour du bas œsophage, et donc les gens ne pouvaient pas manger. Et puis ça a provoqué beaucoup de complications. 10-15 ans après, on s'est aperçu que c'est une catastrophe. Alors les chirurgiens, qui ne manquent pas d'imagination, ont imaginé beaucoup d'autres techniques. Il y en a 2 principales. La première, c'est de diminuer l'estomac. C'est une opération quand même qui est très à la mode. Et il y en a une deuxième qui s'appelle le bypass, qui consiste en fait à créer des courts-circuits digestifs. Vous mangez, tout ce que vous mangez, s'en va. Mais c'est un gros problème, parce que si ça s'en va, on perd beaucoup d'éléments énergétiques vitaux, très importants, des vitamines. Et donc, ce n'est pas des opérations si simples que ça. Et le rétrécissement gastrique, lui aussi, ça a été un grand espoir. On appelle ça la sleeve. Et puis finalement, on s'aperçoit après quelques années que l'estomac se dilate et les gens continuent de manger. Parce que s'ils n'ont pas la volonté associée à ces opérations, le chirurgien, il ne sert à rien. Et ce qui est effrayant, c'est le nombre de patientes qui espèrent dans la chirurgie bariatrique actuellement. On est passé de 10 à 12 000 il y a une dizaine d'années, à 50 à 60 000 par an, remboursés par la sécurité sociale. Et moi, chirurgien réparateur, je dois ajouter que leur circuit n'est pas fini à ces patients. Une fois qu'ils ont été opérés, une fois qu'ils ont perdu 40, 50, 60, 100 kilos par ces opérations, 2-3 ans après, ils sont très heureux. 5-6 ans après, ils ont des séquelles parfois colossales. Pas toujours. Le visage résiste bien, mais le corps s'abîme. Les bras pendent, il faut opérer le ventre parce qu'il y a une besace. Les cuisses frottent parce qu'il y a trop de peau. Et toutes ces opérations, on ne peut pas les faire en une fois. C'est pas comme les émissions américaines. On voit une femme qui rentre, elle est
pleine de séquelles, et c'est Jane Mansfield qui sort de l'autre côté. Mais c'est pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de complications. Donc cette chirurgie-là, c'est une chirurgie qui est très complexe, qui nécessite de la part du chirurgien esthétique une stratégie opératoire. Elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle est onéreuse parce que toutes les opérations ne sont pas prises en charge. Et donc le chirurgien, finalement, il sert un petit peu comme l'aide de dernier recours chez quelqu'un qui a une forte volonté et qui va aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai connu des patientes qui, après leur opération bariatrique, sont venues en me disant « Écoutez, il faut m'opérer parce que je ne peux pas rester comme ça, mais vous savez, je me préférais grosse et bien remplie qu'à l'état dans lequel je suis actuellement parce que quand je me déshabille devant mon compagnon, j'ai honte. » Voilà, donc un mot positif quand même, la chirurgie bariatrique, ça marche. La chirurgie réparatrice après la chirurgie bariatrique, ça marche. Mais le troisième message, la volonté, la volonté, la volonté, et plus tous les cadres que vous avez décrits qui sont fondamentaux de consultation multidisciplinaire. Si je peux juste rajouter quelque chose, un de nos drames dans notre siècle, c'est la sédentarité. Mais parce que, voilà, on a des voitures, on a des métros, on a des bus, on a des trottinettes électriques, on a enfin tout un tas de trucs. Et en fait, le corps n'est plus en mouvement. Et on doit rester pour la plupart 8 heures assis à un bureau, à taper sur un ordinateur. Et ça tue le mouvement. Et que lorsque vous êtes la possibilité d'être en mouvement, finalement, c'est quand vous allez courir pour aller soit chercher vos enfants, soit rentrer chez vous, soit aller faire le peu de courses que vous avez à faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir, qui va pas être simple, mais réussir à mettre les gens en mouvement avec plaisir, si on veut qu'effectivement, ça perdure dans le temps. Et je reprends à nouveau l'exemple des enfants, des jeunes en tout cas. Emmanuel Macron a souhaité qu'il y ait, à côté de l'éducation physique, 30 minutes d'activité physique tous les jours. Alors c'est tout bête, mais c'est intéressant comme concept. C'est-à-dire, l'idée c'est, pendant le cours, le prof voit que les enfants sont un peu agités, il arrête tout et il fait un peu quelques gestes d'activité physique. Mais ça aussi, c'est une façon de combattre un peu une sédentarité, parce que ça peut devenir un jeu. Il faut créer des situations pour qu'on ait plus facilité à avoir accès à l'activité physique, au sport. Mais il ne faut pas qu'on ait les freins de la part de l'Éducation nationale et de certains profs. Je parle pour, effectivement, l'école de mon fils. Lorsque le directeur me voit, il se dit « Oh là, mon Dieu, elle est là ». Et j'ai dit, je vais reposer la même question. On en est où dans les 30 minutes d'activité physique? Et là, il me dit, oui, mais en fait, on n'a pas trop le temps. Donc, en fait, on a des bonnes idées. Il faut réussir, finalement, à faire en sorte qu'on ait la possibilité de les faire et de les évaluer. Parce que sinon, on n'avancera pas. Je ne vais pas demander au docteur Serge Rafal, ici présent, de nous donner à nouveau les chiffres de la pratique du sport quotidienne par Français. Mais ils sont eux aussi désolants. Mais oui, mais alors, j'ai vu ça il y a ce week-end sur les Norvégiens, je crois, ou les Suédois. Dès l'instant où vous êtes dans le sport plaisir et pas compétition, bien sûr, ça marche. Dès l'instant où vous rentrez dans un club, les gens d'entrée de jeu veulent vous mettre en compétition. Mais les gamins sont pas là pour faire de la compète. Ils veulent juste courir après un ballon, juste s'éclater avec les copains. Et il faut retirer cette partie-là de la compète. Va à la compète qui veut, va s'amuser qui veut. On termine avec une petite note d'optimisme et peut-être d'esprit et d'humour, comme à la fin de la chronique de Vladimir Mitz. L'exemple de Marianne James, qui est allé voir un psy et qui a dit tiens, il m'a bien rendu service, lui, en me disant arrête, ne te prends pas la tête, accepte. Voilà, la thérapie d'acceptation. Est-ce que l'humour a une valeur positive, importante, savoir s'accepter, c'est presque ésotérique. Ouais, c'est compliqué lorsqu'on a passé des décennies à vous dire que c'était de votre faute. Tout d'un coup, passer à l'acceptation, c'est un peu antinomique. Elle faisait 130 kilos pour 1m80, elle grossit. Marianne James, je parle d'elle, à 14 ans, n'obtient aucune aide de sa famille. Oui. Et ce sujet est tabou. Il y en a une parenthèse, Nicolas. Moi, je l'ai interviewée, Marianne James, et elle me dit à un moment quelque chose qui m'a glacé. Et aujourd'hui encore, j'y pense. Sa mère qui lui a dit, on le cite dans le livre, « Je ne t'ai pas fait grosse ». Ça résume tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de culpabilisation au sein des familles. Bon, alors on a compris, plus de pouvoir public, un peu moins de lobby, plus une prise de conscience, voilà, des consommateurs. J'irai une dernière chose, faites-vous confiance et aimez-vous, même si c'est excessivement long.
Eh ben l'amour, voilà, c'est une belle fin. On termine en amour et en musique. On va écouter quelques petites notes parce qu'elle était au Molière. Mathilde, Le corps des femmes. Et merci à elle. On a beaucoup aimé sa chanson. Voilà, quelques petites notes. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Je n'ai pas choisi d'être grosse, chez Solar, Anne-Sophie Joly, Richard Zarzavadjian, Vladimir Mitz, Serge Rafal, Serge Surpin à la réalisation. Et puis, écoutez, le bonheur, l'amour, la musique. L'amour, et merci à vous tous de nous On y avoir croit. reçus. On lâche pas. Comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle. J'incarne la beauté immortelle. Je suis la force irrésistible, la féminité irascible. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.